Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux que notre colloque anniversaire de la FNEP et de sa magnifique revue L'école des parents soit accueilli par nos collègues de l'EPE de Moselle, nos collègues et amis de l'EPE de Moselle. Merci vivement à eux de leur hospitalité. Merci à Jérémy Gall, directeur de l'EPE de Moselle, qui, avec son équipe et sa gouvernance, nous ont très vite accueillis pour rendre concrète cette idée, et ils nous ont considérablement aidés aussi pour la faire se réaliser. Merci aussi à Catherine Leblanc, qui, avec une persévérance inouïe, nous avait trouvé la maison de l'UNESCO pour faire tenir ce colloque l'année dernière, il y a très longtemps déjà. Et Catherine a été la première à qui j'ai soumis l'idée de faire se tenir notre colloque à l'EPE de Moselle, et elle y a souscrit immédiatement. Merci de ce continuel et précieux soutien de vice-présidente Catherine. Sans doute qu'une révolution est en train d'advenir par les territoires. Comme l'écrit le sociologue Jean Viard dans son dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait est arrivée, qui évoque le réenchantement du territoire précisément. Nous le savons bien, les 50 premières années sont les plus difficiles. Après, cela va beaucoup mieux. La FNEP est ainsi entrée dans la force de l'âge. Nous comptions mettre en évidence cette maturité atteinte, mais aussi continuer de la mettre à l'épreuve grâce à ce colloque qui va constituer un assemblage fécond de réflexions, de questionnements et aussi de pratiques à inventer, entre guillemets, comme nous y invite le thème de notre journée. J'ai le plaisir de donner la parole au président de l'EPE de Moselle, le docteur Christophe Schmitt. Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce colloque national à Metz, et plus précisément au sein du Café des parents de l'EPE de Moselle. L'EPE de Moselle est un acteur historique du soutien à la parentalité et également de la formation des professionnels du secteur social et éducatif sur le territoire. Ce Café des parents où nous vous accueillons, c'est le lieu de vie emblématique des écoles des parents. C'est une porte d'entrée vers nos services d'accompagnement individuels et collectifs. Le Café des parents de Metz, d'ailleurs, a été un des premiers à voir le jour au sein du réseau des EPE. Il est créé depuis plus de 17 ans. On a d'ailleurs changé récemment de local. En fait, on est à migré de 10 mètres, mais on a un lieu vraiment très convivial. J'en profite d'ailleurs pour remercier la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental de la Moselle, sans qui ce lieu n'existerait pas. Et je crois que les EPE sont ancrés dans les territoires et ont besoin du soutien des acteurs locaux. L'organisation de ce colloque dans nos murs témoigne de la grande proximité avec la Fédération nationale des EPE et de la dynamique des échanges avec l'ensemble du réseau qu'elle anime et qu'elle développe avec engagement. Je souhaite que ce colloque témoigne de la vitalité des EPE malgré la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Cette crise qui nous a conduit à innover, à puiser dans les ressources de nos salariés et de nos bénévoles afin de continuer nos missions au service de nos publics. Ça nous a d'ailleurs empêché de fêter dignement les 50 ans l'année dernière. Donc j'en profite quand même pour nous souhaiter un bon anniversaire, même si c'est avec un an de retard. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Schmitt. Monsieur le ministre, nous sommes profondément honorés que cette journée soit parrainée et ouverte par vous. Peut-on vous donner la parole ? Bonjour à tous. Écoutez, si vous me le proposez, je la prends avec plaisir. Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, mesdames et Messieurs les intervenants, les participants que je vois nombreux. C'est toujours un honneur et un plaisir d'ouvrir ce type de manifestation. Alors, pour en plus une date importante, alors même si elle a été décalée d'un an, mais c'est quand même, je crois que nous avons quand même célébré ce demi-siècle d'existence en cette journée chargée, en ce colloque dense, riche, consacré à la parentalité en mouvement, des pratiques à inventer, donc très tourné vers l'innovation, cette valeur qui vous sied bien depuis tant d'années. C'est 50 ans, un demi-siècle, c'est quand même un anniversaire, une étape importante dans la vie de tout un chacun. Moi, il me reste encore quelques années avant d'y arriver.
mais je constate que la fédération a, pour sa part, pas hésité à frapper fort pour marquer le coup avec cette journée. Je suis ravi encore de l'ouvrir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de saluer tout de même, avant de rentrer un peu plus dans le fond et dans le détail de mes propos, un certain nombre d'intervenants que je vois autour de la table, inscrits au programme, auquel j'ai le plaisir de converser de façon régulière. Je pense à Sylviane Jean-Pinot, que je salue, à Michel Bartignac, évidemment, Martin Pierre-Speter, je crois qu'il est là aussi, ou encore Bruno Jarry, et assurer plus généralement à tous ceux avec qui je n'ai pas encore échangé, pas encore rencontré, profond respect que j'ai pour les travaux des uns et des autres, et de mon impatience, quelque part, d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous. Beaucoup de travail donc, qui ont été accomplis au cours des 50 dernières années, même s'il en reste encore à accomplir évidemment, mais au moins 50 ans à porter cette conviction que je partage évidemment, que l'accompagnement bienveillant, fondé sur les potentialités des familles, leur permet d'acquérir des compétences, des capacités, de l'estime d'elles-mêmes. Un demi-siècle aussi que vous avez passé à bâtir un réseau de professionnels qui se mobilisent pour les familles, bien sûr, qui écoutent, les lieux d'accueil parents-enfants, avec la numéro vert, les salles de conseil conjugal, les zones de médiation familiale, les espaces de rencontre, les visites médiatisées, bref, tout ces dispositifs, mais aussi une mobilisation pour les professionnels des services aux familles eux-mêmes, au travers notamment des formations. Est-ce que vous pouvez dire à Régis que c'est son temps d'intervention? Important en info, s'affirmer patiemment, fédération et école des parents et des éducateurs comme des acteurs incontournables pour la mise en œuvre du soutien aux familles. Je vous en félicite donc et je vous en remercie aussi. Vous pouvez dire à Régis que c'est son temps d'intervention. Évidemment, des partenaires indispensables. Et vous pouvez donc être fiers de ce chemin accompli. Je me réjouis de passer une fois encore notre compagnie symbolique. Au-delà également pour l'ensemble du secteur de soutien à la parentalité. D'abord parce que les éducateurs y tiennent une place à part, par son ancrage historique profond à l'avant-guerre, par la contribution déterminante qui a été la sienne, par l'impact de certaines de ces grandes figures qui l'ont toujours fait vivre et qui, par l'ampleur de ce qui est devenu son réseau. Et aussi parce que cet anniversaire de l'année dernière, c'est les mois intervient quelques jours après que le soutien à la parentalité soit entré on entend en fonction l'été dernier, vous savez, en et des familles, et c'est davantage là que toujours eu à cœur de m'engager sans réserve dans la parentalité, et c'est la placer au cœur de mon action. Car c'est une politique dont je crois avec une grande nécessité, parce que c'est en agissant auprès des parents que nous donnons les meilleures chances d'offrir une meilleure famille et de enfants. Les deux, et c'est d'ailleurs une chance de la démarche. Vous connaissez des livres de l'enfant, et c'est là que je suis attaché. Je dis qu'il n'est pas moins vrai que l'on est des parents, évidemment. Là, tous les jours, je me mets là tout de suite. On rassemble ce matin. Alors, certains, probablement, en dehors de nos sphères, restent encore en convaincre, mais c'est désormais très en convaincre. Le 19 mai dernier, en Conseil des ministres, j'ai moi-même présenté l'ordonnance qu'a signé le président de la République relative au service de famille, et qui, pour la première fois, établi par la loi, que le soutien à la parentalité et le soutien à la parentalité une étape irrévocable que nous passons ensemble, par ce biais, un acquis, vous pouvez être fier de doit beaucoup. Et puis c'est une base, évidemment, sur laquelle nous allons continuer à construire, parce que le chemin, les chantiers, les opportunités sont encore nombreuses. Si le Code apporte désormais une définition légale de votre activité, accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseil et d'information,
et favoriser l'entraide et l'échange entre parents. Il nous reste encore à écrire la Charte nationale du soutien à la parentalité, qui est un peu en miroir de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant qui avait été établie en 2016, viendra rappeler les grands principes qui rassemblent tous ceux qui s'y investissent. Alors, j'ai chargé 4 experts, emmenés par votre grand témoin Claude Martin, de préparer une première trame nourrie de leur expertise, de leur regard croisé, mais aussi et surtout fondée sur le savoir, évidemment, qui a été progressivement accumulé par le secteur. Et parce que plus encore que toutes les autres politiques familiales, le soutien à la parentalité est une politique partenariale. Cette trame sera soumise dans les prochaines semaines à la relecture de chacun d'entre vous, ainsi évidemment qu'à celle du Haut Conseil des familles, de l'enfance et de l'âge. J'entends que la conférence des familles, par ailleurs, qui se tiendra du 14 au 17 septembre prochain, dont j'ai annoncé donc la tenue récemment, soit l'occasion de partager vos avis et d'arrêter une version finale, d'autant plus juste qu'elle se nourrira de vos apports. Voilà la manière un peu dont je souhaite que nous puissions construire ensemble le cadre à la fois souple, mais structuré, de plus en plus structuré, auquel se réfère, je crois, votre deuxième table ronde. Je remercie d'ailleurs les organisateurs du choix de ces 2 adjectifs, le souple et structuré, qui me semble effectivement refléter assez exactement l'ambition des projets que je propose au secteur du soutien à la parentalité, qu'il s'agisse de la charte elle-même que je viens d'évoquer, mais aussi du travail de coordination dans lequel la FNEP et la plupart des associations nationales sont désormais engagées, ou encore demain, de la réflexion que nous devrons initier s'agissant des compétences, des qualifications, des outils dont les intervenants doivent disposer. Notre défi collectif, ce secteur qui arrive à un degré de maturité qui à la fois le permet et le réclame, est de trouver le point d'équilibre entre d'abord l'indispensable respect, évidemment, de l'histoire joyeuse, libre, bouillonnante qui est la nôtre. Ensuite, le nécessaire besoin de consolider et d'organiser notre action collective pour continuer à la faire grandir. Et enfin, dernier point d'équilibre, l'impératif d'intégrer à nos principes, à nos actions, des thématiques qui sont encore trop peu souvent investies. C'est pourquoi d'ailleurs je me réjouis tout particulièrement que vous consacriez vos travaux de ce jour à des thématiques soit réactivées par la crise sanitaire et ses conséquences. Je pense ici à la question difficile mais cruciale des écrans, soit en restant à intégrer pleinement à nos corpus diversité, fluidité et structure familiale, interculturalité, 2 questions auxquelles je me permets d'ajouter, en vue du prochain colloque peut-être, celle de la fabrique des stéréotypes de genre, qui est également, à mon avis, un thème qui pourrait être intéressant d'investiguer. Voilà, le programme, donc, vous l'avez compris, me convainc s'il en était besoin, que vous êtes évidemment résolument tourné vers l'avenir. Je parlais d'innovation en propos liminaire et c'est bien là le meilleur que je pouvais vous souhaiter pour ce demi-siècle. Mesdames et messieurs les participants, les intervenants, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président d'honneur, je vous remercie d'avoir donné l'opportunité d'ouvrir ce colloque et je crois rendre la parole sans plus tarder à Régine Sel et à Michel Varzignac pour la suite et la fin de cette introduction. Je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre soutien souple et structuré et de vos suggestions pour les temps et nos travaux à venir. Nous sommes très honorés de votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Régine, je te donne la parole. Je donne la parole à Régine Sel, qui est la présidente du conseil scientifique de la FNEP. Régine, à toi. Bien, eh bien, bienvenue à tous. Je suis évidemment très, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, à la fois en tant que chercheuse, praticienne et présidente du conseil scientifique. Alors, l'intervention de Monsieur Taquet a pointé l'importance de s'adapter aux évolutions de la famille, parce que ce qu'est un père, une mère, un frère, une sœur et un enfant, ce que la société désigne et repère comme étant un père, une mère, un frère, un sœur,
un frère, une sœur ou un enfant, eh bien ça varie avec le temps. C'est pas la même chose en 1400 en France et en 2021. C'est pas la même chose au Mali. C'est pas la même chose en Chine. Et c'est encore pas la même chose quand on est originaire de Chine et qu'on est en France. Donc, ce qu'est une famille est compliqué et on vient d'entendre quelque chose qui évidemment est au cœur des missions de la FNEP, qui est le soutien aux parents. Alors une fois qu'on a dit ce mot, eh bien il faut pouvoir définir de quel soutien parlons-nous, de quel soutien ces familles ont besoin. Alors évidemment, et c'est le titre de cette journée, les familles évoluent. Je crois que c'est un truisme de le dire. Les familles ont moins d'enfants. Il y a des mouvements de composition, recomposition, décomposition. Il vient d'évoquer la question du genre dans la famille. Et puis, il y a évidemment l'évolution des missions, des représentations attachées à ce qu'est un père, une mère, un garçon, une fille dans la famille. Alors évidemment, toutes ces évolutions imposent que les EPE s'adaptent. Et la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est que devenir parent, être parent, ça n'est pas une question d'enseignement, c'est pour moi une question d'art, ou plutôt d'artiste, puisque finalement c'est un peu chaque famille qui va tricoter, inventer, innover dans la façon d'être un bon parent et une bonne mère. Alors, ce que je dis là, évidemment, n'implique pas que nous ne fassions pas bénéficier de nos connaissances en matière de développement de l'enfant, d'éducation, de vie des couples, de vie sexuelle au sein des couples, parce que des parents, c'est aussi des couples d'amoureux, au moins pendant un temps. Et donc, bien évidemment qu'il faut faire bénéficier les familles de ce que nous avons appris, et c'est un des rôles, évidemment, entre autres, du conseil scientifique. Mais il faut que cet enseignement puisse laisser place, valoriser, féconder, je vais dire presque, ce que la famille a appris de son histoire, de sa culture, et ce que les EPE peuvent proposer pour les aider au mieux à réussir cet art qui est celui de devenir parent. Alors, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui me semble, moi en tous les cas, très important dans notre société actuelle, c'est que quand même la pression faite sur les familles avec un modèle dominant de ce qu'est être un bon parent augmente de manière extrêmement importante, d'où le nouveau concept de burn-out qui a en ce moment un développement extrêmement important. Si vous tapez sur Internet burn-out parental, vous verrez la kyrielle de livres, de conseils, d'analyses faites. Et je ne vous le parle pas non plus de ce qu'on appelle l'agenda de ministre de certains enfants, évidemment de milieux plus favorisés, quand les parents peuvent payer une multitude d'activités à leurs enfants. Alors, évidemment, ces parents-là vont être un peu, je dirais, pris entre ce que mon histoire, ce que ma culture, ce que j'ai reçu de ma famille m'a appris sur le devenir parent, parce qu'on devient parent avec aussi la représentation, l'image de ce que ses propres parents ont été. Donc parfois, les parents vont être dans une tension plus ou moins conflictuelle entre leur conception à eux de parents, ce qui est possible, et puis ce qui est le modèle idéal de parents qui non seulement peut élever ses enfants, mais doit les rendre
heureux. L'autre point très très important, et je dirais qui c'est aussi l'invention de M. Taquet le rappelle, c'est qu'il y a un cycle de la famille. Et que ce que vit une famille avec des jeunes enfants, c'est pas la même chose que ce que vit une famille avec des ados. C'est pas encore la même chose de ce que vit une famille quand les ados deviennent adultes. Et puis, évidemment, il y a la question des grands-parents. Donc, vous voyez bien que les EPE ont à prendre en compte la multiplicité des configurations familiales, doivent prendre en compte leur propre idée de ce qu'est un bon parent et puis de ce que les parents pensent être un bon parent. Alors, ce que je voulais aussi souligner dans cette introduction courte, et qui a été aussi ce qui a été à l'origine de la construction du programme de cette journée. Vous avez compris que pour soutenir le mieux possible, hein, je dis bien le mieux possible parce qu'on fait toujours le mieux possible. Est-ce que c'est forcément bien? On ne sait pas, mais on essaie de faire le mieux possible. Donc pour faire le mieux possible, eh bien, il n'y a pas besoin uniquement de psy. Il y a besoin de psy, mais il y a besoin aussi de sociologues, il y a besoin d'anthropologues, il y a besoin de chercheurs et de praticiens qui se préoccupent des politiques publiques. Il y a besoin évidemment des éducateurs, des assistants sociaux. Donc je crois que, et c'est quelque chose auquel on a beaucoup tenu dans la construction de ce programme, il y a besoin d'interdisciplinarité. Alors, moi, j'aime beaucoup un modèle. Je ne sais pas combien de temps il me reste là. Bon. J'aime beaucoup un modèle qui est celui de Bronfenbrenner, qui est un modèle écologique de développement. Et pourquoi est-ce que j'apprécie ce modèle? Parce que ce modèle prend en compte la multiplicité de ce qui va intervenir pour que les parents deviennent les meilleurs parents possibles pour eux, pour ce qu'ils vivent et pour leurs enfants. Alors, dans ce modèle, il est question de plusieurs niveaux de variables qui interviennent. Un niveau qu'on appelle auton-système qui est propre à la personne. Chaque parent, chaque homme, chaque femme a sa personnalité, a ses caractéristiques et c'est avec ça qu'il va devenir parent. Il y a ce qu'il appelle le microsystème. Dans notre cas, je vais parler de la famille. Hein. Donc ça veut dire que l'homme, la femme et les enfants vont créer un système qui a sa propre dynamique, sa propre caractéristique. Après, il y a le mésosystème qui sont constitués d'un réseau de connexion entre des environnements proches. L'école, le club de loisirs, le club de bridge, enfin, c'est-à-dire que la famille est prise aussi dans ces réseaux et peut-être que l'EPE va aussi participer de ce mésosystème. Et puis, il y a l'écosystème qui est la culture générale dans laquelle la famille vit. Et puis, le dernier, dont j'ai déjà parlé, le chronosystème, qui est le cycle de famille et le contexte historique. Donc, vous avez vu que ce modèle-là est très, très intéressant et, à mon avis, peut être un outil de travail intéressant pour les EPE et permet de pouvoir à la fois s'ajuster au mouvement et aussi innover, mais pas innover tout seul, puisque vous avez compris avec ma façon d'intervenir qu'il ne faut pas prendre la famille comme isolée. La famille, elle est prise dans un système beaucoup plus large. Et vous aurez compris aussi qu'il faut qu'on se dégage, ça me semble extrêmement important, de la seule vision de la dyade mère-enfant. Alors, Alexandre Taquet a parlé de tous les travaux sur le jeune enfant. Eh bien, il va falloir qu'on y travaille. Bien sûr, on y travaille déjà, mais si on veut y travailler bien, il ne faut pas penser la dyade mère-enfant
dès la naissance, l'enfant, il est pris dans un système beaucoup plus complexe que la seule relation mère-enfant ou père-enfant. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Alors, tout ce que je viens de dire là ouvre des perspectives très, très intéressantes sur les modalités de soutien à la parentalité, puisque c'est une des missions quand même, enfin la mission même des écoles des parents. Et on voit bien que pour que ce soutien soit le mieux possible, eh bien, il faut qu'on ait un ancrage sur le territoire. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi que les EPE ont appris à faire, font très bien. C'est-à-dire que pour soutenir le mieux possible, eh bien, et je vais reprendre une expression que j'ai très très souvent, une famille, c'est dans un village. C'est pas dans son HLM, papa, maman et les 2 enfants. Il y a nécessité de prendre en compte l'ensemble du système dans lequel la famille intervient et dans lequel l'EPE devient un système intervenant dans le système familial. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais maintenant laisser la parole à Michel Warzignac, président de l'association de la fédération FNEP. Merci beaucoup. Merci Régine. Pour prolonger cette ouverture, je voudrais faire un rapide retour sur la mobilisation du réseau dans le contexte de la crise sanitaire. Il y a plus de 2 années, nous avons donné à notre colloque d'aujourd'hui le thème « Parentalité en mouvement, des pratiques à inventer ». Nous comptions alors sur notre réactivité collective à suivre ces parentalités en mouvement et parions aussi sur notre créativité pour participer à l'invention de nouvelles pratiques. Nous ne nous imaginions pas ce qui allait arriver. Nous l'avons fait, cette exclamation a surgi comme une évidence lors d'un conseil scientifique il y a moins d'1 an pour dire, sous forme d'un constat, presque d'un premier bilan, celui d'une mise en mouvement de notre réseau précisément et de nos pratiques suscitées, une mise en mouvement suscitée paradoxalement par l'immobilisation de la pandémie et des confinements successifs. Cette pandémie aura constitué une coupure qui nous a reliés autrement. Le symbole était, dans la Grèce archaïque, une pièce de céramique cassée en 2 qui reliait 2 camps alliés qui pouvaient ainsi reconnaître, grâce à elle, un porteur de message de l'autre camp. Le symbole était une coupure qui liait. Le symbole est une coupure qui lie, qui relie. La coupure suscitée par la pandémie et les mesures de confinement nous a éloignés les uns des autres, mais elle nous a reliés autrement. Le téléphone et les appels sur Skype, Zoom, Teams, la FNEP préfère Teams, sont devenus les nouveaux canaux vitaux de nos liens humains. Si le symbole réunit 2 pièces de céramique dans l'espace, il réunit aussi dans le temps les 2 moments entre un événement et son analyse. La mise en place quasi immédiate, en avril 2020, du numéro vert Allô, parents confinés, mais Allant, c'est pas mal aussi, a répondu au désarroi de ses parents, des familles, et mis en avant les compétences réunies de notre réseau. Depuis longtemps, les écoles de parents et d'éducateurs ont mis en place des services d'écoute aux parents, interservices parents par exemple, et nous devons à l'EPE 14 d'avoir initié ce récent mouvement de mobilisation qui a abouti et a gagné toute la Normandie et ensuite toute la France. Sur la base de cette expérience intense, nous avons commencé à dire ce qui s'était vraiment passé et la FNEP et le réseau des EPE ont témoigné de leur activité auprès des différentes instances partenaires. Comme lors de notre intervention à la conférence des présidents et des directeurs des CAF du Grand Est en septembre 2020 déjà, pour témoigner de nos réflexions sur les effets de la pandémie et du confinement, puis du déconfinement, sur la parentalité, sur nos actions de soutien à la parentalité. Comme lors de nos nombreux échanges avec le secrétariat d'État à l'enfance et aux familles, et souvent avec le ministre lui-même, en même temps que tous les représentants des associations engagées dans les mêmes missions que nous, échanges durant lesquels nous avons témoigné des situations que
nous rencontrions et des aménagements qu'elles appelaient, évidemment dans la mesure du possible. Comme lors des différentes auditions auxquelles nous avons été invités, par exemple par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental, avec Madame Marion Parra, directrice de l'EPE d'Ardèche et sociologue. Au nom de la FNEP et des EPE, nous avons participé au projet d'avis sur l'impact de la crise sanitaire sur les inégalités de genre. Par exemple encore, par le Haut Conseil à la santé publique, avec Béatrice Bayot, à propos du lien social comme facteur déterminant de la santé mentale. Comme par exemple aussi, et comme aussi, avec les notes transmises via Sylviane Jampinot, à destination du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge sur les années collège. Ce qui nous a permis de mettre en exergue, par exemple, les aspects hétérochroniques si caractéristiques de la prime adolescence et donc de la relation des primes adolescents avec leurs parents et éducateurs. Comme par exemple avec Bruno Jarry, notre autre vice-président, et Noëlle Marillet, past présidente devenue notre nouvelle trésorière, qui ont continué avec force et détermination à nous représenter dans plusieurs instances. Nous avons aussi entrepris de lancer dès le mois de novembre 2020 une série de webinaires de la FNEP pour partager entre nous et à propos de ce que les parents, les enfants, les familles et les professionnels de soutien à la parentalité vivaient et avaient eu à vivre. Je remercie vivement les collègues, Régine Selle, Serge Tisseron, Sylviane Jampinot, mais aussi Karine Stebler, mais aussi Daniel Koum et Marion Parra, d'avoir animé jusqu'à présent cette réflexion menée ensemble, ainsi que l'équipe de la FNEP qui nous a rendu possible tous ces assemblages complexes et passionnants. Nous allons évidemment poursuivre ces séminaires. Ce « nous l'avons fait » initial et très spontané, je le nuancerai évidemment à présent. Nous avons commencé à le faire et beaucoup nous attend encore. Il nous faudra tenir compte de tout ce que nous avons été voués, de tout ce à quoi nous avons été voués, une fois la crise pandémique passée. La traversée de la terra incognita de cette pandémie ressemblera-t-elle à bien d'autres traversées de crise? Toute crise étant porteuse de la possibilité de bâtir du nouveau, par-delà notre vécu d'angoisse et d'incertitude, aurons-nous cette fois encore la possibilité de créer des liens et des manières de penser et de faire nouveaux? Si le symbole réunit deux pièces de céramique dans l'espace, il réunit aussi dans le temps les deux moments entre un vœu que l'on formule et sa réalisation. Comme par exemple le vœu que nous nous sommes fait de participer à l'invention de nouvelles pratiques. Alors, je nous souhaite que cette journée de colloque, mais aussi l'Assemblée générale de la FNEP de demain, qui évoqueront l'espace et le temps, l'histoire et la géographie des EPE, de la FNEP et de leur revue, l'école des parents, nous permettront de persévérer dans notre effort tendu d'être présents et agissants dans nos missions auprès des enfants, des parents et des familles, avec les plus vives de nos capacités de symbolisation. Pour ouvrir ce colloque d'anniversaire, je voudrais aussi rendre hommage à toutes les EPE, à leurs professionnels, salariés et bénévoles, leurs administrateurs qui, depuis autant de décennies, se sont consacrés et se consacrent à ces missions auprès des enfants, des parents et des familles, avec toutes les valeurs qui nous réunissent. Voilà donc notre colloque lancé. Et puisque tout lancement exprime sa gratitude à sa rampe de lancement, je souhaiterais donner la parole à Madame Élise Gignoux, présidente de The Human Safety Net, fondation de Generali, qui par son soutien nous a permis de faire se tenir ce colloque. Recevez, Madame, vous-même et votre fondation, toute notre gratitude. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Je salue Monsieur le Secrétaire d'État, Messieurs les Présidents et Madame la Directrice Générale. Merci de me donner ces quelques minutes pour partager à mon tour la fierté, la gratitude que nous avons de participer et d'être associés aujourd'hui aux travaux du colloque de la Fédération. The Human Safety Net, vous l'avez dit, c'est la fondation du groupe d'assurance Generali et c'est une fondation qui a été créée en 2017. Nous avons une mission
une mission humble, mais cette mission, c'est celle de libérer le potentiel des personnes qui vivent en situation de vulnérabilité, pour que ces personnes puissent transformer leur vie et celle de leur famille et de leur entourage. The Human Safety Net, c'est une fondation aujourd'hui active dans 23 pays et dont l'activité tourne autour de 2 programmes. Un premier programme qui a pour objectif l'intégration économique des réfugiés en les aidant à créer leur activité ou à s'insérer dans le retour à l'emploi et dans la vie économique. Et puis notre second programme de The Human Safety Net, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, ce second programme, il a pour objectif d'aider les enfants et leurs parents en situation de vulnérabilité en accompagnant particulièrement les parents. Et donc, nous concentrons notre action sur les 6 premières années de la vie de l'enfant pendant lesquelles, vous le saviez mieux que moi, les capacités d'apprentissage sont absolument déterminantes pour la future évolution de l'enfant. On l'a dit dans les propos liminaires, les enjeux de fragilité sociale, de fragilité économique et plus récemment de fracture numérique avec la crise Covid, d'inégalité d'accès à la santé percutent encore plus violemment ces familles en situation déjà de précarité. Et ça renforce encore plus notre volonté, comme celle de la Fédération, de concourir à aider ces enfants et leurs parents. En apportant une écoute bienveillante, un soutien, des repères, des méthodes adaptées pour contribuer à résoudre leurs difficultés. Pour ce programme d'aide à la parentalité de The Human Safety Net, nous nous appuyons en France sur 6 associations spécialisées dans l'accompagnement des familles, dont l'EPE Marseille, que je salue et que je remercie particulièrement aujourd'hui. L'EPE Marseille que, à l'époque, nous avions sélectionné au terme d'un appel à projet qui avait recueilli plus de 70 candidatures d'associations. Et aujourd'hui, grâce à ces 6 associations partenaires de THSN en France, nous avons accompagné depuis 2018 près de 9000 bénéficiaires, c'est-à-dire 3700 parents et puis 5200 enfants. Au global, dans le monde, The Human Safety Net a accompagné plus de 85 000 bénéficiaires. Ces résultats signent notre fierté, mais aussi notre humilité, notre engagement d'aller toujours plus loin. Et c'est vraiment la fierté, je le redis, du groupe Generali de notre fondation The Human Safety Net d'être associé aujourd'hui aux travaux du colloque. Et nous ne manquerons pas, bien entendu, d'intégrer les réflexions qui seront exprimées aujourd'hui, l'ensemble des débats que nous suivrons avec attention dans nos différentes approches à l'avenir sur les questions de parentalité. Merci à tous. Merci de votre soutien, merci de votre intervention. Il me revient de remercier aussi nos autres soutiens, comme le ministère, comme la Fondation de France, qui reçoivent, ainsi que vous, Madame Ginoux, toute notre gratitude. Voilà, nous allons poursuivre notre colloque et je vais donner la parole à la présidente de notre conseil scientifique. Régine, à toi. Bien, alors nous avons le plaisir d'accueillir ce que nous avons appelé le grand témoin, Claude Martin, qui a été évoqué par M. Taquet lors de son intervention. Donc nous le remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Donc Michel Martin est bien connu des chercheurs, des praticiens, des acteurs des politiques publiques pour ses travaux concernant l'enfance, le bien-être et la parentalité. Il a dirigé un numéro sur le déterminisme parental en question en 2020. Dans une revue dans Lien social et politique. Il a publié aux presses de l'EHESP Hikikomori, une expérience de confinement. Donc c'est vraiment un acteur important qui travaille avec la FNEP depuis fort longtemps, sous des formes
différentes dans la revue, dans l'appel à contribution pour des publications diverses. Et aussi, évidemment, nous avons tout l'intérêt de le rencontrer dans les divers dispositifs ministériels concernant la parentalité et le jeune enfant, dans lequel, évidemment, nous avons toujours un grand plaisir, un grand intérêt à écouter à la fois ce qu'il a à nous apprendre hein, de ses études sur la famille, mais aussi des propositions qu'il formule dans ses diverses interventions. Donc, on peut maintenant l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Très heureux Merci de vous voir parmi nous comme grand témoin de ce colloque. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie vraiment sincèrement la FNEP de cette invitation. Je mesure la responsabilité qui m'incombe en ayant plus de temps que tout le monde pour faire cette intervention, ce passage de grand témoin. Alors, je vais commencer peut-être par perdre une minute pour vous dire que mes liens avec les écoles des parents remontent en effet fort loin, à l'époque d'ailleurs où je n'étais pas sociologue et pas même chercheur, mais étudiant en psychologie à l'université de Caen. Et la personne avec laquelle j'ai eu le plus de contact au département de psycho de l'époque, Monsieur Drévillon, était le président de l'école des parents du Calvados. Et c'est donc, il y a maintenant, il y a prescription, mais c'était dans la fin des années 70, à l'époque où je pensais que je serais encore psychologue, que j'ai rencontré pour la première fois l'école des parents. Ça remonte donc, vous voyez, à très loin. J'ai abandonné cette discipline pour me tourner vers la sociologie plus tard, et c'est maintenant comme sociologue que je voudrais m'adresser à vous. Alors, dans cette conférence, je voudrais reprendre au fond les idées que j'ai mentionnées dans le texte que je vous ai soumis, et je vais vous proposer de partager mon écran pour justement vous montrer quelques diapositives. Voilà. Je m'excuse de ce petit cafouillage technique, mais il faut que je fasse ça d'abord. Donc, à partir de la diapo actuelle, non, ça n'est pas ça. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut me confirmer? Car moi, je ne peux pas le vérifier. Donc peut-être vous allez réapparaître, vous allez probablement réapparaître, mais pour l'instant on ne vous voit plus. Ah, ça y est, là on ne fait plus que vous voir. Je n'arrive pas à partager mon écran. Je ne vais peut-être pas prendre ce risque donc de le partager. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Je voulais en fait partager. Et là maintenant on me voit moi. Je voulais partager une présentation avec vous. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, probablement qu'on va y arriver. On y arrive toujours. C'est toujours un peu compliqué, mais on y arrive. Parce que j'ai en bas de mon écran la possibilité de partager mon écran. C'est ce que je souhaitais faire. Il faut qu'il recommence. Il faut que vous recommenciez tout, il a dit. On me dit. Je recommence mon partage d'écran. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. D'accord. Je pense que ça rappelle des bons souvenirs à chacun d'entre nous, parce que ce genre de difficultés, malheureusement. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pour l'instant, moi, je me vois. Donc voilà, je me vois. Oui. Ah, il faut que je dise oui.
Là, on C'est voit fait. votre PowerPoint. Voilà, Écoutez, là merci c'est bon. beaucoup. Je Et suis navré. vous pouvez de ce- commencer, on me dit. C'est ça? Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Vous n'avez pas l'air tout à fait certaine de Ben, m'entendre. je ne sais pas parce que je n'ai pas exactement le même retour que Ah, d'accord. les internautes, on va dire. Donc Voilà, ne vous donc, fiez pas trop à Je ne me fie donc pas à vous. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je vois votre PowerPoint, ça c'est sûr. Très bien. Bon, alors. Et donc vous écoutez, continuez, c'est bon. On va. Ce que je veux évoquer avec vous, au fond, c'est ce que les sociologues font le moins mal quand ils adoptent une perspective un peu socio-historique, c'est d'éviter d'oublier que cette question de l'éducation des parents est une question qui a déjà une longue histoire. Et je ne suis pas historien, bien entendu, mais je trouve qu'il est utile de rappeler comment cette idée est apparue et l'importance des contextes dans lesquels cette volonté d'éduquer les parents se déploie. Les contextes sont très importants, on va le voir, puisque d'abord c'est une idée maintenant plus que séculaire, elle a vraiment ses lettres de noblesse, on peut dire, depuis plus d'un siècle, et elle est apparue dans des contextes extrêmement différents, et je voudrais m'appuyer simplement sur la comparaison entre le contexte nord-américain et même états-unien d'une part, et puis le contexte européen et en particulier français d'autre part. Donc ces contextes historiques sont importants puisque depuis déjà plus d'un siècle, on évoque l'idée qu'il est important d'accompagner, voire parfois même de contrôler le travail parental et en fait d'ailleurs surtout le travail des mères. C'est une idée qui a fait son chemin et qui va se développer tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle des deux côtés de l'Atlantique. Les choses s'organisent autour de principaux problèmes, à vrai dire. D'abord, la lutte contre la mortalité infantile, cette question au fond de la quantité et de la viabilité des enfants est tout à fait cruciale dès le début du 19e et va se renforcer tout au long du 19e siècle. Le deuxième problème qui apparaît comme un problème public tout à fait majeur, c'est celui de protéger les enfants, y compris d'ailleurs des mauvais traitements parentaux, et aussi de protéger les enfants pauvres pour éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes des problèmes sociaux, des vagabonds, des malfaiteurs, des enfants au fond mal socialisés. Ce qui va se déployer dans cette période, c'est que toutes ces questions sont débattues et mettent en regard à la fois des décideurs publics, mais également des experts de ce domaine, avec ces deux grands chantiers que représentent la réflexion sur le statut juridique de l'enfant et d'autre part la réflexion sur les questions d'hygiène et de protection sanitaire avec l'invention de ce qu'on va appeler l'art d'élever les enfants ou la puériculture. Donc ce sont deux chantiers qui donnent lieu à toute une foultitude de congrès, de colloques à l'échelle internationale et Catherine Rollet en a fait l'histoire et véritablement là je rends hommage au travail qu'elle a réalisé. Elle est maintenant disparue, mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle tout à fait majeur pour se représenter l'histoire de cette culture commune qu'on a construite tout au fil de ces années. Ce qu'a repéré Catherine Rollet, qui est également très important, c'est les deux traditions qui se construisent de chaque côté de l'océan Atlantique. Et ces deux traditions ne sont pas en lutte véritablement l'une contre l'autre, mais elles donnent une couleur à ce qu'on pourrait appeler les questions qui sont soulevées. Du côté nord-américain et surtout du côté états-unien, des disciplines vont se forger, qu'on appelle d'ailleurs les child sciences, les sciences de l'enfant, où bien sûr la psychologie de l'enfant joue un rôle majeur, mais elle ne se limite pas à la psychologie.
et les fondations, de très grandes fondations comme la fondation Russell Sage ou la fondation Rockefeller, vont jouer également un rôle tout à fait important. Ce que note Catherine Rollet à l'époque, c'est qu'on a affaire de ce côté de l'Atlantique à une tradition qui est portée principalement par des femmes, et des femmes qui ont bien sûr un fort accent social dans l'orientation de leurs travaux. Et d'ailleurs, aux États-Unis, cette question, elle s'est intensifiée immédiatement après la guerre civile de 1860-1865, hein, la fameuse guerre de sécession, qui a fait qu'on a estimé que le destin du pays était en partie lié à l'éducation de ses nouveaux membres et au rôle que jouaient ce qu'on appelait à l'époque les Republican Mothers, c'est-à-dire ces femmes qui étaient en charge de socialiser correctement les nouvelles générations d'Américains. Il ne s'agissait pas seulement d'ailleurs de jouer un rôle en direction des populations afro-américaines, mais de forger au fond et de bien socialiser ces nouvelles générations d'Américains. Du côté européen, on a affaire à une autre tradition. C'est tout de même assez remarquable de voir que là, les porteurs de cette cause, si on peut dire, sont plutôt des hommes, sont plutôt des médecins, sont souvent des hauts fonctionnaires et assez souvent d'ailleurs des républicains tout à fait convaincus qui ont une orientation de leur démarche plutôt, on pourrait dire, médico-administrative avec la question de la natalité et de la qualité de l'hygiène des enfants qui viennent au monde, qui structurent la plupart de leurs interventions. Donc, ce sont là deux traditions qui se déploient différemment et qui vont être mises en contact par ces congrès internationaux que j'évoquais précédemment. Cela discute énormément et on pourrait dire qu'une étape majeure va se passer dans l'entre-deux-guerres, d'abord dès les années 20 et jusqu'aux années 60, avec une bataille qui va, si on peut dire, être gagnée par ces child sciences et ces spécialistes du développement de l'enfant qui vont nettement l'emporter, cette fois-ci, de part et d'autre de l'océan Atlantique. Non pas que la version républicaine à la française soit disparue, mais la question de l'éducation des parents va être plutôt portée par la psychologie du développement de l'enfant et par ces child sciences. Dans l'entre-deux-guerres, il se passe évidemment beaucoup de choses très importantes. Du côté américain, d'ailleurs, plusieurs auteurs ont souligné l'importance qu'ont eu ces nouvelles méthodes d'élevage des enfants que l'on développe avec la méthode scientifique de baby care, avec cette vision très professionnelle du métier maternel et avec des conceptions assez interventionnistes, assez mécanistes, comme celle d'un auteur qui s'appelle Truby King, qui est un médecin néo-zélandais qui défend avec beaucoup de vigueur l'importance de l'allaitement maternel, avec les plannings fixes pour le sommeil, et puis un autre auteur très important qui est un des porteurs de ce qu'on appelle l'école de psychologie comportementale américaine, qui s'appelle John Watson. Et John Watson a vraiment conçu un dispositif très interventionniste, très disciplinaire, très autoritaire, insistant sur l'importance des entraînements répétés des enfants par leur mère et condamnant d'une certaine façon une vision trop affective, trop ce qu'il appelle presque une forme de sensiblerie maternelle. Pour lui, le travail maternel est quelque chose qui peut être organisé comme un métier d'une façon assez contrôlée et assez comportementale. Ça, c'est ce qui se passe du côté nord-américain. On a également des débats très intenses à la même époque, à la fin des années 20, en France, et vous savez, bien entendu, beaucoup d'entre vous savent que c'est en 1929 qu'est créée
la fameuse école des parents, la première école des parents, sous l'impulsion d'une femme de lettres, d'une épouse du médecin, d'une passionnée des questions d'éducation qui s'appelle Marguerite Lebrun-Verrine et qui va créer donc la première école des parents, en lien d'ailleurs avec plusieurs importantes figures de la pédopsychiatrie de l'époque, dont Georges Heuyer, qui a évidemment joué un rôle tout à fait majeur à l'époque pour aborder ces questions de qualité du travail parental. Donc on a là une école française dans un contexte dont il est tout de même assez intéressant de faire le lien avec notre présent, c'est-à-dire ce contexte de crise des années 30, qui rappelle beaucoup des luttes qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, de contextes difficiles. Je cite dans l'article la référence aux travaux de Annick Ohaillon, et elle écrit, je la cite, « L'année 1929 marque le début de la crise économique et tout au long des années 30, le thème plus global de la crise, du déclin de l'Occident, de la dégénérescence du corps social revient de manière obsessionnelle. Face au déclin de l'autorité, de la spiritualité, de la race, de la France, une partie de la droite brandit l'arme du redressement et du réarmement moral grâce à l'idéal familial. » Alors, cette citation du contexte des années 30, je trouve qu'on peut tout de même s'interroger sur l'écho qu'il trouve aujourd'hui, puisqu'il y a bien sûr une certaine partie de la France contemporaine qui considère qu'il y a un effondrement moral, qu'il y a un effondrement lié à des problèmes liés à la race, à la spiritualité, à l'autorité. Tout cela résonne singulièrement avec notre présent. Ce qui va provoquer la création de l'école des parents à l'époque, c'est aussi, la question de l'éducation à la sexualité et la façon dont l'école républicaine envisage, au fond, de former les jeunes filles à l'éducation à la sexualité. Madame Knibiller a écrit des pages absolument inoubliables à ce sujet, sur l'intrusion excessive qu'auraient eu les hussards de la République sur ces questions de sexualité. Et c'est autour de cet enjeu que Madame Verine va en particulier défendre le périmètre spécifique du rôle des parents qui ne peut pas être substitué par ces interventions publiques. À la suite de cette période, l'après-guerre est également un tournant tout à fait important, puisque c'est à cette époque que l'on va assister au développement d'un véritable marché du conseil et des bonnes pratiques aux parents. Comment ne pas citer, bien entendu, les travaux de Benjamin Spock. C'est tout de même tout à fait remarquable, cet ouvrage qui a marqué des générations, publié la première fois en 1946, « Comment soigner et éduquer son enfant ». Ce pédiatre américain promeut vraiment une alternative presque diamétralement opposée à celle de Watson et des comportementalistes. Pour lui, il faut plutôt privilégier une culture de parentalité permissive qui insiste sur ce que les mères savent déjà, au fond, sur les savoirs spontanés, d'où la formule célèbre qu'il disait lui-même, vous en savez plus que vous ne pensez, you know more than you think you do, c'est-à-dire que le travail maternel spontané est extrêmement précieux, est extrêmement important. On pourrait citer bien sûr beaucoup d'autres auteurs, mais ce qui est frappant à cette époque, c'est l'incroyable porosité qu'il y a entre les travaux scientifiques de l'époque et puis leur vulgarisation dans les médias. On peut penser bien sûr à la vulgarisation des théories de l'attachement, avec les travaux de John Bowlby sur les carences de soins maternels dans les années 50. On peut bien sûr penser aux travaux importants de Donald Winnicott et ses mères suffisamment bonnes, ce qu'il appelait ses Good Enough Parents, Good Enough Mothers, en 1953, ou plus tard d'ailleurs les travaux d'une américaine qui s'appelle Diana Baumrind et qui préconise au fond une sorte de troisième voie dans les styles de parentalité, entre la parentalité, on pourrait dire, autoritaire ou la parentalité excessivement permissive. Elle défend, elle,
une parentalité autoritative qu'on pourrait traduire par démocratique, c'est-à-dire constamment négociée. Après, ce marché va se déployer. Brazelton, pour nous, évidemment, le rôle de Laurence Pernoud, et ses succès d'édition dès 1956 et en 1965. On ne peut pas ne pas citer, bien sûr, les travaux de Françoise Dolto et ses fameuses consultations radiophoniques. Et puis, tout ça va continuer de se déployer entre l'Amérique du Nord et l'Europe, avec le développement de ce qu'on appelle la pensée positive, l'éducation positive, la psychologie positive et aujourd'hui la parentalité positive. Ce courant positiviste au sens où l'entendent ces représentants de la psychologie, consistant à faire en sorte que la psycho se détourne un peu de la préoccupation de ce qui ne va pas pour se centrer sur les réussites et sur ce qui va bien, cette psychologie positive conduisant à toute une série de conseils adressés aujourd'hui aux parents. Je suis obligé, bien entendu, d'avancer dans le temps et après ce florilège des années 45 d'après-guerre et de ce qu'on a appelé, souvent d'ailleurs en faisant l'impasse sur ce qui n'était pas une réussite, les 30 glorieuses, on a bien sûr eu une accalmie de cette thématique et une reprise remarquable dans le tournant des années 90. Ce certains auteurs appellent le tournant de la parentalité. Alors, pour parler de cette notion de parentalité, on est obligé d'abord de rappeler que ce néologisme qui pour nous va de soi aujourd'hui n'était qu'un néologisme encore dans les années 70, 80 et jusqu'à 1990. On attribue d'ailleurs le premier usage à un auteur qui s'appelle Dodson et qui a écrit un manuel qui invente au fond en anglais ce que nous avons traduit en français par parentalité. Conjuguer le mot parent, c'est ça l'aspect néologique, c'est-à-dire on parente, comme on materne d'une certaine façon, comme on paterne. Parenter, ça veut dire s'intéresser à ce que font les parents et non pas à qui ils sont. C'est se poser la question de leurs actions, de leurs pratiques, éventuellement d'ailleurs de leurs compétences, de leurs skills, de leurs habiletés. Donc, cette invention du terme de parent comme un verbe permet de parler du parenting. L'équivalent du soutien à la parentalité, c'est le parenting support. Le soutien à la parentalité, littéralement, le soutien aux pratiques parentales. Donc, bien sûr, l'apparition de ce néologisme est à mettre en rapport avec les mutations des comportements familiaux dans les années 80-90, avec des couples plus instables, un moindre nombre d'enfants, un investissement parental plus intense de la part des parents sur leurs enfants. Donc, cette logique d'investissement parental qui est préconisée par tous les conseillers en parentalité, et ce que les anglophones appellent l'intensive parenting, c'est-à-dire une parentalité intensive, c'est-à-dire un investissement fort de la part des parents. Cette notion de parentalité, en tous les cas, cette notion de parenting a pris le pas sur ce qu'on appelait l'élevage des enfants précédemment, et la puériculture, au fond, ou même la notion de child rearing, c'est-à-dire à proprement parler d'élevage des enfants, même si le mot élevage n'est pas en français tout à fait adéquat ou approprié, c'est bien de cela dont il est question. Donc, on a une intensification de cette notion, de son usage, et aussi une intensification du rôle des experts et des formes de training, de coaching, pour encore une fois utiliser des anglicismes, mais c'est parce que toutes ces notions nous viennent en grande partie aussi de la littérature anglo-américaine. Il y a un très bon ouvrage qui est sorti l'année dernière de Madame McDermott dont j'ai traduit cette petite phrase. La sagesse conventionnelle est passée d'une confiance dans la capacité des parents j'arrive même pas à lire le bout de la phrase, de faire l'apprentissage de leur rôle, à la croyance
que le parenting est beaucoup trop complexe pour être laissé aux seuls parents. En fait, le savoir spontané des parents ne suffit pas à garantir la qualité du travail de socialisation. Il y a besoin d'experts, il faut les encadrer, il faut les épauler, il faut les aider, parce que l'idée, c'est qu'il faut optimiser le travail parental, ce qui a conduit d'ailleurs à investir énormément sur les conséquences d'un travail parental défaillant, y compris aujourd'hui en lien avec les travaux sur le développement du cerveau de l'enfant. Vous n'aurez pas été sans remarquer, comme moi, à quel point les neurosciences sont utilisées avec beaucoup de vigueur pour défendre le travail parental. Mais ceci n'engendre pas nécessairement une assurance ou une confiance chez les parents. Elle peut aussi, et c'est un des problèmes, augmenter leurs inquiétudes et réduire parfois leur confiance en eux-mêmes. Donc cette politique, elle est émergente, elle a aujourd'hui toutes sortes d'accents. On peut dire qu'il y a une politique publique de la parentalité. Elle s'est déployée dans les années 90 dans beaucoup d'autres pays que la seule France. Il y a des expériences maintenant de par le monde de soutien à la parentalité. Bien sûr, il y a un rôle important joué par un certain nombre d'institutions. On ne peut pas ne pas mentionner la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui a été un déclencheur. On ne peut pas ne pas mentionner non plus le rôle des institutions européennes et un très grand nombre de rapports qui ont été produits pour faciliter ce soutien ou ces formes de politique en matière de parentalité. Toutes sortes de nouvelles notions sont venues accompagner tout cela. La notion d'investissement social qui vient compléter la notion d'investissement parental et bien sûr l'idée qu'il y a de nouveaux risques sociaux ou que nous vivons dans une société du risque a contribué largement à inciter les pouvoirs publics à développer de telles politiques publiques. Il vous reste 2 minutes. D'accord, je vais donc aller très vite vers la conclusion, mais simplement pour vous dire qu'il y a maintenant toute une série de pratiques. Bien sûr, toutes celles que connaissent bien les écoles des parents, les cours d'éducation des parents, les aides aux parents pour l'accompagnement du travail scolaire, le conseil individuel, les formes de coaching, les groupes de parole, je ne fais que les mentionner. Il y a également le développement de ce qu'on appelle les programmes fondés sur des preuves qui se déploient dans de très nombreux pays de par le monde, qui sont traduits aussi en France. On peut parler de Triple P, d'Incredible Years, qui sont autant de programmes fondés sur des preuves statistiques et sur des essais randomisés démontrant leur efficacité. Bien sûr, la France n'est pas le pays où ils se sont le plus déployés. On sent dans cette politique des tensions entre les formes universalistes d'intervention et le ciblage sur les parents à problème, une logique de promotion d'aide et de soutien versus une logique de contrôle et de punition, ce qu'on appelle l'empowerment des parents versus la prévention de leur mauvaise conduite et des conduites de délinquance des enfants, les tensions entre les initiatives de la société civile versus les initiatives prises par les autorités publiques. Donc là, je passe là-dessus. J'insiste sur un point, ces travaux sur les parenting cultures, le soutien à la parentalité, sont tout à fait importants et à regarder. Il y a un centre que je vous invite à visiter à l'Université du Kent qui s'appelle le Centre sur les cultures de parentalité ou d'études des cultures de parentalité, le Center for Parenting Culture Studies. C'est un centre qui a de nombreuses publications et qui essaye de comprendre ce qui se passe derrière le développement de ces conduites d'accompagnement des parents. On peut se demander d'ailleurs, une question cruciale, c'est celle de savoir ce qui est véritablement nouveau entre l'histoire que je vous ai brièvement racontée de ce qui se passait au 19e et pendant le 20e siècle et cette apparition
de la notion de parentalité. Bien sûr, l'aspect nouveau, c'est le néologisme. L'aspect nouveau, c'est l'explosion du nombre de publications, une stratégie d'organisation et d'institutionnalisation de ce secteur, une forte implication des institutions européennes, c'est tout à fait évident. Et en même temps, il y a aussi une réplique de beaucoup de choses qui viennent de ce passé ancien et ces batailles idéologiques autour du rôle et de la responsabilité des parents. Assistons-nous véritablement à un nouveau régime de parentalité par rapport à ce qui se passait dans les années 70 ? Est-ce que l'investissement parental est une composante de l'investissement social ? Mais est-ce qu'il s'agit au fond d'éviter des dépenses collectives futures, un peu comme si plus les parents s'investissent, moins l'État aura à dépenser dans le futur ? Est-ce qu'on assiste à une mise en ordre du familial qui se centre sur le travail sur le psychique ? Ça, c'est une question évidemment tout à fait majeure. Est-ce qu'on assiste, comme le dit Nicolas Rose, à l'idée d'un éthos politique, d'une politique de l'éthos, une politique du self, d'une politique du soi, aux dépens d'une conception beaucoup plus collective? Est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre au piège de la promotion du bien-être en individualisant excessivement toutes ces questions? Voilà quelques-unes des questions que je voulais vous transmettre. J'ai bien sûr des citations à des auteurs assez nombreux que vous trouverez dans le texte, dont Franck Furedi. Je pense qu'il a raison de dire « Dès que les enfants sont considérés comme relevant de la responsabilité d'une mère et d'un père plutôt que d'une communauté plus large, la vision moderne de la parentalité devient centrale. Je défends pour ma part que la question de la parentalité est une question politique, une question collective qu'il ne faut pas rabattre sur une lecture individualiste. » Donc, je suis obligé d'abréger, mais vous trouverez dans l'article les références aux travaux d'Ariane Drick sur ce qu'il appelle le narcissistic parenting ou à des travaux de Dimitra Artas qui également expliquent les liens qu'il y a entre la recherche du bien-être de l'enfant et l'insistance sur le rôle parental. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et bien sûr, si on en a le temps, je suis prêt à répondre à tout commentaire ou questions de votre part. Merci. Bien, merci Claude Martin. On ne se lasse pas de vous écouter et ça nous donne, enfin en tous les cas moi, ça me donne très 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 envie de revisiter historiquement cette question de la parentalité. Vous avez su rendre extrêmement vivant et je pense que c'est important pour tous les acteurs de terrain d'avoir cette perspective historique et sociologique de la parentalité. Donc je vous remercie vivement. Je rappelle que vous aurez à disposition, le colloque est enregistré, donc nous pourrons vous réécouter et transmettre aussi dans les équipes ce que vous nous avez communiqué. Donc nous allons passer maintenant à la première table ronde. Avec une petite pause entre les deux. Voilà. Donc, merci Claude Martin. Donc, nous allons maintenant enchaîner sur la première table ronde de ce colloque.